Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence pour ce dernier webinaire qui va clôturer nos activités de l'année. Donc, juste un petit mot pour ce début d'été qui commence. Le CRIJAD va se ressourcer cet été et vous préparer les activités de la rentrée. Nous aurons de nouvelles propositions à vous faire très prochainement, notamment pour proposer des ateliers, par exemple, de co-construction sur des thématiques cruciales qui concernent les enjeux sur lesquels nous sommes engagés, nous, le CRIJAD, mais vous aussi, puisque si vous êtes là, c'est bien que ces questions vous intéressent. Donc voilà, on va vous faire ces propositions et on a hâte de pouvoir commencer ce nouveau plan stratégique qu'on a au sein du CRIJAD. Car comme vous le savez, Garine et moi sommes co-directrices depuis le 1er février. Donc voilà, on va vous présenter tout ça à la rentrée. Et parce que comme vous le savez, hein, on a les élections qui vont se faire à la rentrée. On est vraiment dans des questions très tendues actuellement au Québec, au Canada, mais aussi dans le monde entier. Et on veut vraiment partager ensemble nos idées pour vraiment agir. Aussi à l'extérieur de l'université, ouvrir un peu plus pour montrer ce que font les chercheurs et chercheuses. Voilà. Et je trouve que cette conférence clôture très bien le, je disais, les enjeux sur lesquels nous sommes. Et merci en tout cas aux présentatrices de nous avoir proposé cette discussion autour de cette conférence. Merci à vous, puis à très bientôt. Ben, tout à l'heure, on va discuter sûrement. Je laisse Enrico présenter la conférence. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour les recaps de l'année et la perspective sur le futur. Sans trop tarder, on va commencer avec cette conférence au table ronde de conférence à quatre voix, que, comme disait Sophie, a été proposée suite au climat actuel, au nouveau projet de loi dont les présentatrices vont nous parler. Et, j'aimerais dire aussi que la conférence a été organisée en collaboration avec l'équipe Inclusion et Diversité ethnoculturelle en éducation. Et je vais laisser la parole à la maîtresse de la situation, Marie-Odile Magnan, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, qui va animer la conférence à quatre voix et présenter les personnes qui y participent. Merci beaucoup, Marie-Odile, et merci beaucoup aux autres aussi. Merci beaucoup, Sophie et Enrico. Conférence à quatre voix. L'objectif général de cette conférence-là, c'est vraiment de présenter, de proposer une lecture scientifique et située des impacts récents des cadres législatifs québécois qui ont été adoptés. On veut aborder à la fois les conséquences qui sont observées directes sur les étudiantes, étudiants, élèves, sur l'enseignement en général, mais aussi les conséquences anticipées ou hypothétiques sur l'inclusion, la santé mentale, le bien-être, les milieux de pratique. Et aussi, on doit dire qu'on a organisé cette conférence à quatre voix en solidarité avec les personnes touchées, puis aussi par un souci de l'importance de dialoguer sur des thématiques qui nous touchent en tant que citoyens et citoyennes, chercheurs, futurs ou praticiens, praticiennes. Je suis heureuse de présenter mes collègues qui sont toutes professeurs à la Faculté des sciences de l'éducation et co-chercheuses ou collaboratrices dans l'équipe de recherche, inclusion et diversité ethnoculturelle en éducation. Il y a Julie Larochelle-Odette qui est professeure au département d'administration et fondements de l'éducation. Il y a Roland Koubessi qui est professeur au département de psychopédagogie et d'andragogie. Catherine Gosselin-Lavoie qui est professeure au département de didactique et Garine Papazian, qui est professeure au département de psychopédagogie et d'andragogie et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est aussi co-directrice du CRIJAD. Donc, on a plusieurs questions qu'on va aborder pendant la conférence à quatre voix. Et en ce sens, je pose la première question à Julie, qui prendra la parole en premier. Que nous disent ces lois et dans quel contexte socio-historique s'imbriquent-elles? Julie, je te cède la parole. Merci Marie-Odile, merci à toutes, à tous d'être présents ici aujourd'hui. Je vais mettre un petit peu la table là, pour cette conférence à quatre voix, fournir peut-être certains éléments de contexte qui vont être utiles aussi
pour la suite des présentations. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques lois qui structurent le portrait sociopolitique actuel. Donc, on a vu en fait dans les dernières années là, un enchaînement de plusieurs lois qui encadrent les diversités religieuses et linguistiques dans le milieu de l'éducation en particulier. Donc, je vais vous les présenter brièvement, juste pour que vous ayez bien en tête un peu qu'est-ce que disent ces principales lois-là dont on va vous reparler aussi aujourd'hui. Donc, on a eu premièrement en 2019, puis juste mentionner que toutes ces lois ont été proposées par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, là, de la CAQ. Donc, la première loi dont on va parler, c'est la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, qui a été adoptée en 2019. C'est pas une loi qui concerne seulement le milieu de l'éducation, c'est une loi qui a officialisé la laïcité au Québec, selon quatre grands principes très consensuels. Par contre, cette loi-là inclut aussi une interdiction des signes religieux pour les personnes en situation d'autorité dans le milieu scolaire public. La loi concerne plus spécifiquement les enseignantes et enseignants ainsi que les directions d'établissements scolaires. Donc, ça, c'est les aspects vraiment plus liés au système éducatif. Ensuite, on a la loi 14, qui est la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui est une loi qui est venue modifier la charte de la langue française. Elle était aussi connue là, sous le nom de projet de loi 96. J'irai pas plus loin pour celle-ci parce que ma collègue Catherine va vous la présenter juste après. Ensuite, on a aussi la loi 84, qui est quand même une loi assez importante dans le portrait parce que c'est une loi qui, ben, à nouveau, ne concerne pas seulement le milieu de l'éducation, mais qui établit un modèle, donc certaines bases, valeurs ou principes auxquels doivent adhérer les personnes immigrantes, là, j'utilise vraiment les termes de la loi, et les personnes s'identifiant à des minorités culturelles. Donc, on a ce terme-là de minorité culturelle qui est dans cette loi, qui ressort tout droit des années 90. On a aussi dans cette loi, on va insister sur le caractère distinct de la nation québécoise et sa différence par rapport à l'interculturalisme. Donc, comment la nation se distingue par ce modèle-là. Puis, on a une forte insistance sur la langue française et la laïcité, des éléments qui reviennent dans tous les projets de loi qu'on vous présente aujourd'hui. Ensuite, on a ce qu'on appelle le projet de loi 94, mais qui est bel et bien une loi là, qui a été adoptée le 30 octobre 2025, puis sur lesquelles on va revenir juste un petit peu après. Donc, cette loi-là est vraiment une loi spécifique sur le système éducatif. Donc, c'est une loi qui va principalement modifier la loi sur l'instruction publique. Donc, elle apporte différentes modifications, notamment au niveau de l'interdiction de signes religieux. Donc, on élargit l'interdiction des signes religieux à l'ensemble des personnes offrant des services aux élèves dans les établissements publics. On a aussi des balises plus serrées en matière d'accommodement pour motifs religieux seulement. On a aussi l'interdiction de partager des locaux à des fins religieuses, même en dehors des heures de cours. On a aussi des dispositions relatives au visage découvert pour les élèves cette fois-ci. Donc, on a différents éléments, mais on a aussi des éléments qui ne concernent pas directement la laïcité, hein. C'est pour ça que c'est une loi qui vise notamment à renforcer la laïcité parce qu'il y a plusieurs autres dispositions, notamment des dispositions concernant la langue française sur lesquelles Catherine va revenir aussi tout à l'heure, mais également des dispositions qui concernent les règles de conduite et les comportements à adopter, notamment pour les élèves, les membres du personnel, les membres des conseils d'établissement, les membres des CA, des centres de services scolaires. Donc, on met de l'avant l'importance de respecter les valeurs québécoises et de respecter la laïcité. Puis parmi les valeurs québécoises, on insiste beaucoup sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, le projet de loi 9, là, il n'y a pas la date, mais il a aussi été adopté là, donc en avril 2026. J'ai oublié de l'ajouter. Ça, c'est un projet de loi qui ne vise pas non plus seulement le réseau éducatif, mais qui a quand même plusieurs dispositions relatives au système d'enseignement. Donc, ce projet de loi vise à renforcer la laïcité au Québec. Donc, en gros, on vient renforcer la loi 21. Puis, dans les dispositions concernant le système éducatif, on va venir interdire le port de signes religieux pour les membres du personnel des établissements privés subventionnés par l'État. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de majeur. Puis aussi, on va venir baliser les règles relatives à l'octroi des subventions pour les établissements à vocation religieuse. Donc, c'est les principaux éléments qui concernent le système éducatif du préscolaire jusqu'au secondaire, mais il y a aussi des dispositions qui concernent le collégial et l'universitaire qui sont dans ce projet de loi, ainsi que tout ce qui est la petite enfance aussi, où on a aussi des interdictions de signes religieux qui sont intégrées.
Donc, je vais aller rapidement à la prochaine diapo. C'est sûr que dans le cadre de nos travaux avec l'équipe ID, on s'est beaucoup intéressé, on s'est beaucoup penché en fait au projet de loi 94, qui est bien une loi maintenant, mais qu'on nomme toujours ainsi. On l'a analysé, on a aussi fait des prises de parole publiques, puis on a produit un mémoire. Puis les constats qu'on fait dans ce mémoire-là par rapport au projet de loi 94 sont des constats qui sont plus largement transférables ou intéressants et importants, je pense, pour l'ensemble des projets de loi qu'on vous a présentés. Donc, ce qu'on a pu constater dans nos travaux puis dans nos recherches, c'est qu'il y a un manque de preuves empiriques rendues publiques quant à un réel problème de laïcité au Québec. Donc, même avec des demandes d'accès à l'information, on n'arrive pas à avoir des données qui nous montreraient l'ampleur du problème. Donc, un problème qui serait suffisamment important pour avoir une loi comme celle qu'on a eue qui vient modifier la loi sur l'instruction publique pour l'ensemble des établissements scolaires au Québec. Donc, on voit aussi, quand on s'intéresse un peu à comment ce projet de loi-là a été amené sur la table, on voit qu'il y a la construction en fait d'un problème de laïcité à l'aide largement de stratégies discursives qui sont des stratégies à la fois politiques et relayées aussi médiatiquement, mais qui sont vraiment des stratégies politiques. Puis, on voit aussi, donc un autre point important, c'est la disproportion et l'inadéquation des moyens. Donc, non seulement on n'a pas les preuves empiriques justifiant l'ampleur du problème tel qu'il est présenté par le politique, mais on propose aussi donc des moyens qui sont disproportionnés, qui vont donc au-delà du renforcement seulement de la laïcité. Là, on va revenir sur la question de la langue juste après, mais aussi qui formalise ou qui légitime des nouvelles atteintes aux droits et libertés, dont le droit à l'égalité, sur lequel je vais revenir juste après, puis qui ont des effets aussi disproportionnés sur certains groupes minorisés dans la société, principalement sur les femmes musulmanes qui portent le hijab. Donc, également, on n'aura pas le temps d'en discuter aujourd'hui, mais dans cette loi-là, il y a aussi des atteintes à la démocratie. Donc, on constate des nouveaux mécanismes de centralisation des pouvoirs, notamment dans les mains du ministre de l'Éducation, qui sont très préoccupantes. Puis que ce projet de loi est un projet de loi parmi d'autres qui formalise de telles atteintes démocratiques. Je continue. Donc, aussi, on voulait vous partager cette lecture-là qui vient élargir un peu ces différentes lois que je vous ai présentées, puis les situer sur un continuum plus large d'événements qui sont relatifs à la place des diversités religieuses dans les institutions, dont l'école, mais plus largement aussi dans la société québécoise. Donc, c'est des événements qui ont participé puis qui participent à la construction d'une identité collective nationale exclusive, c'est-à-dire qu'elle repose sur la construction d'un nous qui va être en opposition à un non-nous. Donc, il y a les travaux notamment de Sirma Belgué, de Leila Benadjouja, d'Afef Benassier, qui ont bien montré ces mécanismes de racialisation, puis qui ont aussi situé ces différents événements-là, puis le continuum qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, premièrement, on a la commission appelée Bouchard-Taylor qui est un événement central et important. On a deuxièmement le projet de loi sur la Charte des valeurs québécoises qui n'a pas été adopté, mais qui a été un moment structurant de cette construction des frontières racialisantes. Puis, on a la loi sur la neutralité religieuse de l'État qui d'ailleurs va disparaître là, parce que dans la loi, le projet de loi 9, on vient l'abolir pour remplacer par les nouvelles modalités proposées par la CAQ. Puis enfin, bon, on a la loi sur la laïcité de l'État, mais qu'on a déjà parlé ensemble. Je voulais quand même mentionner aussi un élément de contexte important au Québec, c'est l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, donc qui a eu lieu en janvier 2017. Donc, je pense que c'est un élément important aussi à comprendre dans la construction des frontières et dans la racialisation, parce que si on compare avec d'autres contextes nationaux, donc on a parlé d'entrée de jeu, c'est quand même une réalité qui est différente au Québec, puis il y a un événement qui vient aussi structurer cette racialisation. Donc, j'essaie d'aller vite pour laisser du temps à mes collègues. Donc, je voulais aussi juste rappeler que, puis Louis, j'ai oublié de vous le dire ici, je vais juste revenir rapidement ici. Donc, on a quand même plusieurs, le cadre de ces lois-là qui ont été adoptées avec l'usage de la clause de dérogation. C'est quand même important de le souligner parce que auparavant, avant le gouvernement de la coalition Avenir Québec, cette clause-là avait été utilisée une seule fois avec la loi 101 et de manière non préemptive. Donc, en gros, on avait contesté la loi devant les tribunaux, puis c'est à ce moment-là qu'on a utilisé la clause de dérogation. Ici, la Coalition Avenir Québec vient utiliser la clause de dérogation avant même, donc pour protéger sa loi des contestations judiciaires. Donc, c'est un mécanisme antidémocratique qui a été dénoncé par plusieurs groupes, puis qui contrevient au droit international, parce que le droit international stipule que ce type de mécanisme-là doit être
être utilisé de manière avec parcimonie, mais surtout ne doit pas compromettre certains droits, dont le droit à l'égalité, qui est directement visé ici dans le cas de ces lois-là. Donc voilà. Je voulais juste justement vous présenter pour terminer notre fameux article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui est celui qui vise à protéger justement le droit à l'égalité réelle. Et le droit à l'égalité réelle est important ici parce que la Charte se distingue depuis sa création dans les années 70 par cette dimension-là qui vise aussi à inclure non seulement la discrimination directe, mais aussi la discrimination indirecte et systémique. Donc, c'est une particularité importante de notre charte. Donc, il y a plusieurs collègues qui vont nous parler juste après des différents impacts, mais ce qu'on peut voir, c'est que dans ces projets de loi-là, on a des impacts qui vont être disproportionnés sur certains groupes. Donc, vous voyez, parmi les motifs interdits de discrimination, on a la religion, la langue. Ce qu'on peut voir dans les différents travaux qui ont été menés, notamment sur les impacts de la loi 21, donc une des premières, donc on a déjà des données de recherche, c'est qu'il y a justement des impacts disproportionnés sur les femmes musulmanes à la fois au plan matériel, symbolique, psychique et de santé mentale. Donc, ces différentes tensions-là s'expliquent notamment dans le système éducatif en raison même de la démographie du personnel dans les établissements scolaires, donc principalement composés de femmes. Donc, ce sont elles qui sont les plus impactées par ces différents projets de loi-là, mais pas seulement. Et là, je vais laisser la parole à mes collègues pour poursuivre. Marie-Odile, il faut que tu poses la question. Ben, en fait, je pensais que c'est Julie qui te passait la balle, mais on voit la question à l'écran quand même. Donc, Catherine, comment s'observent les conséquences des lois sur la langue dans la pratique en milieu scolaire québécois, ce qui est vraiment ton domaine d'expertise, Catherine? Merci, Marie-Odile. Ben, je vais revenir d'abord là, sur la loi 14 là, que Julie a mentionnée et qui est la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui a été adoptée en 2022. Et cette loi-là, c'est en fait une réactualisation de la Charte de la langue française qu'on connaît sous le nom de loi 101, qui depuis 1977 faisait déjà du français la seule langue officielle de la province. Donc, la langue du travail, des affaires, de l'éducation, de l'administration. Puis l'idée avec la loi 14, c'était vraiment de réaffirmer, bon, dans une optique nationaliste, la place du français au Québec. Et donc, la loi 14 vient resserrer le statut du français dans toutes les sphères de la société et elle vient apporter des modifications à la charte et vous l'avez sûrement, vous avez entendu parler probablement là, de l'obligation d'offrir des services publics en français uniquement aux personnes immigrantes 6 mois après leur arrivée, hein, alors qu'on sait que ça prend 2 à 3 années pour apprendre une langue additionnelle pour la maîtriser. Donc, c'est vraiment de là que découle cette nouvelle réglementation. Et pour les milieux scolaires, cette loi-là, c'est venu bouleverser des pratiques qui étaient déjà bien ancrées, par exemple par rapport aux communications avec les parents issus de l'immigration qui se faisaient parfois dans différentes langues pour vraiment assurer la réussite, le bien-être des enfants. Donc, c'est venu jeter beaucoup de confusion dans le milieu scolaire. Et Julie, tu peux cliquer sur le bouton merci. Et ben, la charte de la langue française prévoit déjà des exceptions où l'administration a la possibilité de déterminer des exceptions pour qu'une langue autre que le français puisse être utilisée. Donc, dans le cas de l'éducation, ça serait le ministère de l'Éducation qui aurait le droit de prévoir ces exceptions-là. Le problème, c'est que ben, depuis 2022, on n'a toujours pas eu de directive de la part du ministère. Donc, les milieux scolaires sont plongés dans un flou qui mène souvent à des surinterprétations, à des mauvaises interprétations de cette loi-là et qui vont les amener, dans certains cas, à mettre en place des mesures plus coercitives par rapport aux langues alors qu'ils ne sont pas visés par cette loi-là. Et Julie, si tu peux, oui, parfait. Donc, ensuite, en 2025, donc 3 ans après, il y a eu l'adoption de la loi 94
qui, comme Julie l'a mentionné, qui est la loi qui vise notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation. Et comme Julie l'a mentionné, cette loi-là contient des articles en lien avec l'usage exclusif du français. Donc, on peut questionner déjà l'amalgame entre français et laïcité, qui est assez... c'est ça, voilà. Donc, dans la loi 94, on a l'article 45 et dont découle l'article 301.1 et 301.2 qui explique qu'un membre du personnel d'un CSS francophone doit utiliser exclusivement le français ou une personne qui rend des services dans un centre de services scolaires et qui est régulièrement en contact avec des élèves doivent utiliser exclusivement le français, même lorsqu'elle ne fournit pas de services ou lorsque le membre du personnel fournit des services aux élèves. Donc, Julie, tu peux faire défiler. Donc, dans les conditions suivantes, qui sont des conditions cumulatives, donc lorsque ces deux personnes sont présentes sur les lieux de l'école, tel un local ou un immeuble qui est mis à la disposition de l'école ou d'un centre pour les fins de son emploi, ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de service, lorsque cette personne communique oralement ou par écrit avec un élève ou avec un autre membre du personnel, et finalement, lorsque la réussite de l'élève et son intégration, la santé ou la sécurité publique n'exigent pas aussi l'usage d'une autre langue. Donc déjà, comme je le mentionnais, avec la loi 14, il y avait déjà des confusions dans les milieux scolaires par rapport à l'utilisation du français, la place du français, mais là, cette loi-là, en plus, la loi 94, est venue ajouter son lot de confusion dans les milieux scolaires. Et ce qui fait en sorte que les personnels des milieux scolaires se posent beaucoup de questions sur ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils peuvent pas faire. Donc, Julie, tu peux changer la diapo, donc avec des collègues, Corinna Borianadon, José Charette, Françoise Armand, Rolla, on a écrit un article qui est paru dans la presse pour justement faire état de quelques cas de figure qui représentent les préoccupations du milieu. Julie, tu peux cliquer. Donc, par exemple, les enseignants vont se demander, bon, j'ai un enfant du préscolaire dans ma classe qui vit avec difficulté ses premiers jours à l'école. Je serais en mesure de lui adresser quelques mots dans la langue qu'il parle à la maison pour le rassurer. On se demande maintenant, est-ce que j'ai toujours le droit de le faire? Tu peux cliquer. Une orthophoniste souhaite recourir au service d'un interprète afin d'évaluer les compétences langagières d'un élève en classe d'accueil du primaire pour tracer un portrait juste de ses compétences. Est-ce que j'ai le droit? C'est les questions qu'on se pose. Un psychologue qui intervient auprès d'un élève de première secondaire qui vit une situation d'intimidation souhaite utiliser son téléphone cellulaire pour traduire afin de faire une intervention appropriée. On se demande, est-ce que j'ai le droit? Et par exemple, une enseignante propose à ses élèves des activités d'éveil aux langues, donc des activités qui visent vraiment à faire intervenir d'autres langues dans l'optique de favoriser l'apprentissage du français. Par exemple, on va comparer le fonctionnement d'une règle de grammaire en français et dans d'autres langues parlées par les élèves afin de d'établir des ponts avec le français et de faciliter leur apprentissage. Donc, les gens se demandent, ben, est-ce que j'ai encore le droit de faire tout ça? Tu peux changer, Julie. Alors qu'on sait que ben, tout ce qu'on vient de présenter, hein, la recherche a documenté que ce sont des initiatives qui vont soutenir la réussite des élèves, le bien-être, mais aussi l'apprentissage du français. Et c'est d'ailleurs ce qui est mis de l'avant dans plusieurs extraits de documents et programmes ministériels. Donc déjà, si on regarde le programme cycle de l'éducation préscolaire qui est sorti assez récemment, donc en 2023, Julie, tu peux cliquer. Merci. Donc, on peut lire que l'équipe école est invitée à porter une attention particulière à la langue maternelle de l'enfant et de sa famille pour accueillir et respecter la diversité de chacun. Lorsque c'est possible, on peut faire des liens entre la langue d'enseignement et la langue première de l'enfant pour faciliter la communication et le sentiment d'appartenance. Ensuite, dans le programme d'intégration linguistique, scolaire et sociale, donc le programme des classes d'accueil, on peut lire que il est important que l'enseignant de la classe ordinaire prépare les jeunes de sa classe à accueillir l'élève nouvellement arrivé dans un esprit d'ouverture et de coopération à l'aide d'activités qui favorisent l'éveil aux langues, une ouverture à la diversité linguistique et l'instauration d'un dialogue interculturel. On continue.
Dans le guide de soutien au milieu scolaire qui est publié chaque année par le ministère, on peut lire que le soutien scolaire offert dans les langues maternelles ou d'usage des élèves, tant à l'oral qu'à l'écrit, permet aux élèves de recevoir des explications sur le sens de mots ou de concepts nouveaux, sur les consignes propres aux différentes disciplines et de façon plus générale sur le fonctionnement de l'école. Il offre également la possibilité d'établir des comparaisons entre leur langue maternelle ou langue d'usage et le français, ce qui les aide à mieux comprendre le fonctionnement des différentes langues. Et cet appui vise à réduire la surcharge cognitive, à soutenir les transferts de connaissances et d'habiletés vers le français. Et en plus, le fait de reconnaître les expériences linguistiques des élèves comme des ressources dont ils disposent pour apprendre favorise leur intégration de manière générale. Et dans le référentiel des compétences professionnelles que tous les futurs enseignants doivent développer dans leur formation universitaire et qui doivent poursuivre en formation continue lorsqu'ils sont en exercice sur le terrain, on a 13 compétences, dont la compétence 2 qui est en lien avec la maîtrise de la langue d'enseignement, où il est clairement indiqué que l'enseignant va être amené à prendre appui sur la langue maternelle des élèves et la valoriser pour favoriser l'acquisition de la langue d'enseignement. Et on a aussi la compétence 3, planifier les situations d'enseignement et d'apprentissage, qui montre que l'enseignant doit tenir compte de l'hétérogénéité du groupe dans le choix du matériel et de la préparation des activités d'enseignement-apprentissage, notamment la diversité linguistique des élèves. Et en fait, pour essayer de soutenir les milieux là, dans cette confusion-là, parce que en fait, bon, les collègues et moi sommes très proches des milieux, très en contact avec eux, on travaille en étroite collaboration et plusieurs écoles, plusieurs acteurs des CSS, bon, font référence à nous pour savoir est-ce que j'ai toujours le droit, qu'est-ce que je peux faire. Et on a, dans le cadre du projet Élodil pour éveil aux langues et ouverture à la diversité linguistique, là, qui est un projet qui a été initié par Françoise Armand de l'Université de Montréal, qui met à disposition des enseignants, des acteurs du milieu scolaire, beaucoup de ressources pour soutenir le développement du français des élèves, mais dans une perspective d'ouverture à la diversité linguistique. On a voulu, avec Catherine Ménard, Corinna Borianadon et Françoise Armand, proposer en fait une mise au point et le dire sur la place du français et des autres langues en salle de classe. Donc, on s'est appuyé sur bon les documents que je viens de vous montrer, donc des arguments de type normatif, mais aussi des arguments scientifiques et des arguments éthiques pour essayer de nous aussi, là, en fait, de faire un ménage dans tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les lois disent? Qu'est-ce qu'elles ne disent pas finalement? Donc, ce n'est pas un document qui a une valeur juridique, là, mais on s'est appuyé sur différents types d'arguments. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait vraiment une distinction entre la langue de communication. Julie, tu peux cliquer. Merci. La langue de communication, tu peux cliquer encore en fait. Merci. Quand un enseignant ou un personnel communique dans la vie de tous les jours avec un élève, par exemple, pour parler de son week-end ou de choses informelles, ben, on voit que l'enseignant a quand même toujours la possibilité de dire des mots dans la langue maternelle des élèves, comme l'a clarifié la ministre de l'Éducation en commission parlementaire, pour s'assurer lorsque c'est nécessaire que l'enfant ait les conditions nécessaires à sa réussite et la façon dont il s'intègre à sa classe, qu'il est accueilli, ben ce sont des conditions primordiales. Donc, vraiment, la ministre en commission parlementaire a indiqué que c'était possible de le faire. Sinon, on a distingué aussi la langue des pratiques pédagogiques. Donc, par exemple, quand moi, je suis une enseignante qui veut mettre en place des pratiques d'éveil aux langues, ben ici, la loi, finalement, ne viendrait pas entrer en contradiction avec ça pour l'instant parce qu'on est encore dans la réussite et l'intégration des élèves. Et il y a aussi la loi sur l'instruction publique hein, qui met de l'avant le fait que l'enseignant possède une expertise essentielle en pédagogie et il a le droit de prendre les modalités d'intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe, pour chaque élève qui lui est confié. Et on vient de voir que les documents ministériels mettent l'accent sur cette pertinence-là. Donc, voilà la contribution là, qu'on a essayé de faire pour essayer de rendre un peu moins importantes les confusions dans le milieu scolaire. Donc, voilà.
Merci Catherine. Donc maintenant, c'est Garine qui va prendre la parole parce que, évidemment, ces lois-là ont des impacts importants psychologiques et sociaux considérant notamment certaines identités qui ne correspondent pas au profil normatif qu'elles valorisent. Donc, Garine, je te cède la parole. Oui, mais merci Marie-Odile, merci au CRIJAD et à IDE, et désolé vraiment à pour mon retard et les problèmes techniques. En fait, je pense que ce qui est important, et là je vous entendais Julie et Catherine, et j'avais envie que vous continuiez parce que vous mettez vos doigts sur des enjeux très importants, mais par rapport à d'abord à la santé psychologique, la santé mentale, je retirerai quelques éléments qui sont quand même importants. D'abord, vous avez souvent parlé de confusion, d'incertitude, hein. Et quand on est confus, quand on est dans l'incertitude, mais la première problématique de santé mentale ou la première émotion aussi qui est très normale et naturelle va être l'anxiété, hein, l'anxiété, l'angoisse, hein, parce que on ne sait pas, les choses ne sont pas claires. Est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut pas aller, est-ce qu'on peut mettre les pieds, est-ce qu'on peut pas mettre les pieds, est-ce que je peux participer aux activités de mon enfant, jusqu'où je peux participer, est-ce qu'on va m'exclure du groupe, est-ce qu'on va me mettre à la porte si je m'avance et je m'approche du seuil de l'école, est-ce qu'on va me mettre à la porte parce que je suis une femme voilée? Donc il y a beaucoup d'incertitudes qui sont nourries par ces lois. Et donc, les incertitudes vont nourrir beaucoup d'anxiété. Le fait que par rapport aux langues, Catherine, tu disais que, en fin de compte, il n'y a pas eu de directive claire de la part du ministère de l'Éducation, alors qu'il y a tellement de documents qui deviennent un peu contradictoires, des exigences contradictoires, mais ça peut nourrir beaucoup d'anxiété. Chez le personnel enseignant aussi, hein. Qu'est-ce que je fais? Et en plus, quand il y a des lois, on ne sait pas comment ces lois vont être appliquées, on ne sait pas quelles vont être les conséquences pour les personnes qui ne vont pas appliquer les lois. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Quel genre de sanctions? Et au fond, cette incertitude, même chez le personnel enseignant ou les acteurs scolaires, les directions d'école aussi, peut nourrir de l'anxiété. Et souvent, ce qui va se passer, parce que le pouvoir, c'est dans les mains quand même des acteurs scolaires, on va prendre des décisions qui vont simplifier la donne. Parce qu'il y a du flou, de l'ambiguïté, alors on va trancher et on va prendre une décision. Et cette décision peut aller à gauche ou à droite. Ça peut aller vers vraiment de la coercition, vraiment des décisions où non, 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 c'est non. On ne parle pas une autre langue, on ne communique pas avec une autre langue. Donc, et alors automatiquement, ça va entraîner d'autres conséquences pour les jeunes. Et parfois, il y a des directions d'école peut-être qui vont quand même prendre des décisions qui vont prendre en considération les besoins des élèves, mais avec probablement tout le malaise par rapport aux conséquences, hein, pour elles et pour les acteurs scolaires qui ne sont pas en train vraiment d'appliquer la loi. Et est-ce qu'on peut le dire ou non? Et donc, ça sème beaucoup de doutes et, euh, et quand même un mal-être dans les milieux scolaires. Donc ça, c'est par rapport juste à l'incertitude et l'anxiété. Un autre aspect qui est très, très important, je pense, c'est Julie, tu parlais justement de la clause dérogatoire qui n'a été utilisée que lorsque on a adopté la loi 101. Ça doit être une clause dérogatoire rare, alors que là, on voit que chaque loi qui est proposée ou adoptée, elle vient avec cette clause dérogatoire. Ça veut dire, au fond, que si on dit qu'on ne peut pas contester une loi sur la base de la Charte canadienne des droits et libertés, ça veut dire qu'on est en train de déclarer clairement qu'on est en train de faire une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, qu'on est en train de faire, en adoptant cette loi, qu'on est en train de bafouer des droits et qu'il y a une atteinte aux droits. Et dès qu'on est dans le registre d'atteinte aux droits, ça veut dire qu'on est en train de faire violence à une communauté, à une collectivité, à des personnes. Ça veut dire qu'on est en train de faire une violence mais d'une position de pouvoir, d'une position gouvernementale. Et là, on s'éloigne encore plus de la démocratie, hein, on s'approche plus de l'autocratie. Et quelque part, quand on fait violence, quand il y a atteinte au droit, mais il y a une atteinte à l'intégrité physique, psychique, et automatiquement, on est dans le registre du mal-être. Si tu veux, Julie, tu peux passer la seule diapo que j'ai choisi de mettre. Donc, en fait,
quand il y a une atteinte au droit de la personne et une atteinte à l'intégrité, on est dans un potentiel, il y a une violence réelle, parfois une violence symbolique qui est faite, et automatiquement on est dans le registre des traumatismes, des ruptures de liens, donc rupture de lien avec l'institution, rupture de lien avec la société d'accueil pour les personnes immigrantes, rupture de lien avec l'école, avec tout ce que représente une société d'accueil. Et alors qu'on le fait pour mieux intégrer, hein, donc le non, l'intention, c'est pour mieux intégrer, et au fond, on fait exactement l'inverse, parce qu'on crée l'exclusion, on nourrit un sentiment d'exclusion, on fait des ruptures de liens, et il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment d'insécurité, hein, bien sûr que ça nourrit beaucoup la colère et ça nourrit l'anxiété. Maintenant, je reviendrai peut-être à un aspect très important parce que la recherche a documenté, hein, en psychopédagogie, on parle beaucoup de l'importance de la collaboration entre l'école, la famille et la communauté. On parle et les recherches montrent et prouvent que une des conditions pour la réussite éducative, c'est vraiment une implication parentale, une collaboration avec la famille. D'ailleurs, dans le référentiel des compétences des enseignants, il y a une compétence dédiée à la collaboration avec les familles, mais en même temps, aujourd'hui, la collaboration avec les familles est minée. Minée par les lois, par les langues de communication qui ne sont plus nécessairement la communication qui est entravée, hein, par ces incertitudes en lien avec les lois, avec les langues, donc est-ce qu'on peut parler, tout à l'heure Catherine, tu montrais une orthophonie, est-ce qu'on peut parler avec les parents, dans quelle langue on peut parler, comment on peut faire une évaluation psychologique sans le consentement éclairé d'un parent, comment on peut faire une évaluation psychologique orthophonique sans parler avec le parent et avoir toute l'histoire développementale de l'enfant pour mieux comprendre les difficultés du jeune. Et en fin de compte, ça veut dire aussi que non seulement on est en train de ne pas communiquer avec les parents et de diminuer les probabilités de réussite éducative des parents, des enfants, mais on est en train aussi d'atteindre, c'est-à-dire un psychologue, comment il va s'en sortir? Parce que selon le code de déontologie des psychologues, il faut avoir le consentement éclairé des parents. Alors, comment un psychologue scolaire va travailler entre, hein, et il doit être aussi pris entre la loi et le code déontologique de l'ordre des psychologues. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que euh, indirectement, ces lois sont en train d'augmenter les inégalités sociales en éducation. Si je prends maintenant je reviens un peu à la loi par rapport à la loi 94 euh, par rapport aux langues, je me rappelle plus maintenant quelle loi, excusez-moi, mais là, Catherine, tu parlais des conséquences justement de communication avec les parents. Je pense que ça va vraiment freiner beaucoup autant l'implication des parents que la compréhension de l'école des besoins des enfants. Et donc, ça veut dire qu'on va pas bien comprendre les besoins, on ne va pas bien répondre aux besoins. Et comme on est dans un système qui a tendance à catégoriser, et là, les recherches montrent que il y a une suridentification, une surreprésentation des élèves issus de l'immigration et des élèves racisés dans les classes d'adaptation. Et on va continuer à nourrir ce cheminement particulier et cette exclusion des élèves au sein même du système éducatif. Alors, là, je viens un peu, et là, je vais peut-être m'arrêter sur la loi, justement la loi sur la laïcité et l'intégration qui maintenant ne permet plus du tout à des personnes portant des signes religieux de donner n'importe quel type de service à l'école. Et là, on a les conséquences sur nos étudiants dans l'enseignement qui ne peuvent plus faire leur stage et leur droit à leur propre éducation et au choix de leur profession est vraiment ébranlé en cours de carrière, alors qu'ils ont peut-être payé déjà 3 années de scolarité et ils ont fait un contrat avec l'université pour être enseignante. Et là, maintenant, elles ne peuvent plus être éducatrices, elles ne peuvent plus être enseignantes, mais même en tant que parents, elles ne peuvent pas être des personnes bénévoles, elles ne peuvent pas être à l'école de leur enfant. Alors, comment va vivre cet enfant qui est né au Québec, mais dont la mère porte le hijab et va voir que sa mère ne peut pas entrer à l'école, que tous les parents sont là, sauf
le sien, on ne réalise pas ce qu'on crée comme problématique sociale, comme rupture, comme exclusion, et on nourrit la scission, en fait, on morcelle la société. Et moi, je vais terminer en disant que ça m'a vraiment frappé quand il y a eu cette fameuse manifestation à Shawinigan où il y a des gens qui ont dit on veut, je me souviens d'un Québec blanc, et toutes les personnes, les politiciens ont réagi. euh, mais moi, je me dis, mais c'est ce que les lois et tout ce qui a été dit pendant cette dernière décennie a créé. C'est une légitimation de discours haineux, une légitimation de la violence, une déshumanisation des immigrants, des demandeurs d'asile, des personnes réfugiées, des musulmans, une déshumanisation de certaines populations qui légitiment une violence verbale, des lois qui légitiment l'exclusion, des lois qui légitiment l'atteinte aux droits. Et après, je ne pense pas qu'on doit être étonné qu'on a une société de plus en plus polarisée, qu'il y a de la violence, une augmentation de la violence, et que justement il y a des manifestations de ce genre. Je pense que on cueille ce qu'on sème, et le gouvernement du Québec est en train de cueillir ce qu'il a sémé, mais je pense que ça devient, c'est inquiétant du moins. C'est inquiétant pour la santé mentale de ces populations, c'est inquiétant pour le climat sociétal de plus en plus polarisé, c'est inquiétant pour cette augmentation de la violence et jusqu'où elle va aller dans un contexte international qui va aussi dans ce sens. Et c'est inquiétant pour nos jeunes, pour leur réussite éducative, pour leur sentiment d'appartenance à l'école. Et l'école est un microcosme de la société, à la société québécoise. Et quand on fait tout ça au nom de l'intégration, entre guillemets, et pour l'intégration, c'est là où je pense qu'il y a des enjeux éthiques à soulever. Je vais m'arrêter là. Merci énormément, Karine, d'avoir souligné les impacts psychologiques et sociaux de ces lois. Maintenant, je passe la parole à Rola Koubessi qui va discuter en fait des impacts, ces constats-là psychologiques et sociaux. Qu'est-ce que ça implique pour le milieu scolaire québécois? Quels sont les problèmes observés en milieu scolaire, les pratiques à encourager? Donc, Rola, je te cède la parole. Oui, merci. Donc, en continuité avec tout ce qui a été dit, surtout Garine, tu as parlé de l'exclusion. Donc, moi, je vais plus parler vraiment comment les lois peuvent affecter la mise en place de l'inclusion, de l'éducation inclusive ou bien des pratiques inclusives dans nos écoles ici au Québec. Et on le sait très bien, c'est un concept qui prend beaucoup de place maintenant lorsqu'on parle d'inclusion scolaire, soit au sein des recherches, mais aussi dans les milieux de pratique. Donc, à quel point vraiment ces lois pourront fragiliser ce concept d'inclusion. Donc, j'ai regroupé mes réflexions dans ce schéma ici. Et l'objectif, c'est pas de définir l'inclusion socio-scolaire, mais c'est vraiment de montrer comme il y en a deux directions différentes ici. Qu'est-ce qu'on attend de l'inclusion, puis comment les lois ont changé les visées, disons. Donc, si je commence avec ce qui est en vert en haut, on parle ici de l'inclusion qui suppose, disons, promouvoir la justice sociale, l'équité, qui nous conduit vers des pratiques de plus en plus inclusives, disons, équitables aussi. L'inclusion qui se repose sur la participation, l'engagement, l'implication de tous les élèves, des familles, des parents et ainsi de suite, et qui nous permet vraiment de valoriser les références socioculturelles, linguistiques, religieuses aussi des parents. Puis lorsqu'on parle de la collaboration école, famille, communauté au sein de ce concept d'inclusion, donc ça implique, c'est-à-dire une collaboration étroite, authentique, réelle avec les familles et les communautés. Donc, ce sont quelques éléments ici, mais je ne prétends pas aussi que les systèmes éducatifs euh, aboutissent vraiment à mettre en place cette éducation inclusive, mais plus ou moins, il y a des efforts qui se sont déployés, disons, pour faire ça. Alors, avec ces lois, on va aller où? Ce qui est en rouge ici, on est dans un autre sens, une autre direction. On parle maintenant, selon moi, avec ces lois, de nouvelles normes socio-scolaires. Et pas nécessairement à court terme, ça se peut à long terme ici. Les lois qui pourraient définir de nouvelles normes socio-scolaires, des normes, c'est-à-dire qui limitent la diversité tant linguistique que religieuse, comme ça a été dit par mes collègues, et aussi culturelle, parce que personnellement, je trouve que l'identité religieuse et linguistique
font partie aussi de l'identité culturelle de la personne. Et ce qu'on craint ici, c'est vraiment de finir par s'approprier des nouvelles normes et de normaliser ces normes avec le temps, c'est-à-dire le discours professionnel et même chose, le discours public. Et ça va nuire bien sûr au sentiment d'appartenance des élèves, directement ou indirectement touchés par les lois. Ça mène à un deuxième élément, la conformité. C'est-à-dire, ce sont les lois ici qui risquent de générer un discours déficitaire et normatif à l'égard des populations touchées. Et puis l'exemple que Garine a donné, puis l'exemple de l'attentat aussi à la mosquée que Julie a donné, ce sont des exemples concrets ici. Donc les écoles aussi, c'est comme si les écoles se sont amenées à se conformer à des exigences légales, ce qui peut réduire bien sûr leur capacité d'adaptation. C'est-à-dire, on peut se demander comment ces lois seront concrètement interprétées et appliquées dans les milieux scolaires. Puis les exemples aussi donnés par mes collègues, ça va dans le même sens. C'est dans ce contexte-ci, on craint que vraiment ce sont maintenant les parents puis les élèves qui doivent s'adapter à la nouvelle réalité, aux nouvelles normes socio-scolaires et donc assumer de nouvelles responsabilités qui est vraiment contraire des éléments d'inclusion. Et cette dynamique qui peut mener à une dévalorisation des parcours scolaires et ainsi que même on valorise plus les référents culturels des parents. Donc, on peut dire que l'inclusion se voit comme plus fragilisée dans ce sens. On glisse vers une inclusion de type déficitaire, de type plus normative, et même vers une assimilation, probablement, qui s'éloigne des principes d'équité, de justice et ainsi de suite. Puis de reconnaissance aussi des diversités dans les milieux de pratique et même au sein du discours politique et discours public. Ça va mener aussi au troisième point, que j'ai nommé comme droit éducatif versus privilège. Donc, c'est comme si l'adaptation risque de devenir un privilège plutôt qu'un droit éducatif. Et ça, c'est très dangereux finalement. C'est-à-dire, par exemple, si on pense aux élèves HDA, puis ce sont des élèves, disons, un élève HDA, puis issu de l'immigration, donc qui nécessite beaucoup d'adaptation dans les écoles linguistiques, mais aussi culturelles et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on va interpréter la situation? Est-ce qu'il existe des exceptions? Il y a des exceptions, il n'y a pas des exceptions. Donc, comment vraiment interpréter toutes ces situations? Et comment ça peut entraîner une variabilité importante dans l'accès réel aux adaptations? Parce que maintenant, peut-être ça dépend de l'enseignant, ça dépend de la direction d'école. Donc, c'est ça qui est un petit peu risqué, que ça devient vraiment des privilèges, pas des droits. Et ça mène automatiquement au quatrième élément. On parle de marginalisation automatiquement de certains élèves. Et même si c'est pas marginalisation, au moins c'est comme un petit peu, on entre dans des pratiques plus techniques, je vais les appeler comme ça. Donc, comme on répond à leurs besoins sur le plan technique plutôt que sur le plan émotionnel, affectif, plutôt que de reconnaître, par exemple, leur histoire, leur parcours. Et donc, il y en a ce qu'on appelle des adaptations sélectionnées qui peuvent automatiquement mener à une forme d'étiquetage et donc une certaine marginalisation des élèves. Et bien sûr, ça nous mène à l'idée de la collaboration école-famille communautaire. Tout le concept d'engagement, de collaboration, ça va prendre une autre forme. Et je donne ici un exemple très, très, très simple. Une mère voilée ou parent qui met un signe religieux pour comment ils peuvent participer aux activités de l'école. Quand on parle de l'éducation inclusive, mais ça c'est vraiment au centre de l'éducation inclusive, l'engagement parental, l'implication des parents. Donc, comment faire? Comment une femme voilée, est-ce qu'elle peut animer un atelier en classe? Est-ce qu'elle peut entrer en interaction avec les élèves? Donc, c'est ça la question qu'on se pose. Et donc, dans ce cas-là, on est en train de dévaloriser le capital culturel des parents, le capital religieux des parents et même le capital linguistique des parents et comme donner un autre sens au rôle attendu des parents dans les écoles. Un rôle qui doit, dans ce cas-là, plus conforme au système, un rôle qui est vraiment, ça soulève de la violence symbolique et de l'oppression envers ces personnes. Et donc, sur le long terme, ça peut mener à un désengagement parental. Puis, on se pose la question, hey, pourquoi les parents ne s'engagent pas? Mais parce que le système a exclu les parents finalement
Et donc, bien sûr, ça va affecter toute cette question de cohésion sociale et de polarisation, parce qu'ici, on peut automatiquement intérioriser un discours déficitaire. On parle d'étiquetage, de narratif, de plus en plus le narratif dominant ici. Puis, bien sûr, manque de décentration, d'ethnocentrisme aussi. Et c'est là qu'on peut parler de cette responsabilité sociale. C'est quoi notre rôle comme chercheuse, comme milieu de pratique, université et ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on veut dire ici par responsabilité sociale? Parce que finalement, il ne faut pas oublier que tous ces éléments-là, ici en rouge, ça met de la pression aussi sur le personnel enseignant, une pression sur les écoles. Comment naviguer là-dedans entre la mise en place des pratiques inclusives, mais comment il faut rester conforme aux lois, c'est ça aussi la question, c'est ça la pression, c'est comme une autre couche de stress qui se pose ici. Et donc, cette responsabilité sociale, pour terminer, ça nécessite une prise de conscience. Ce ne sont pas les lois qui concernent seulement les personnes directement touchées, donc il faut vraiment que tout le monde agisse, même si on n'est pas directement touché par les lois, parce que comme on l'a dit, ce sont des attaques de droits de personnes, finalement, à la liberté de la société, la liberté d'expression dans la société. Euh, et donc, tout ce concept d'inclusion qui va devenir de plus en plus fragilisé, ça exige vraiment une sorte de transformation, plusieurs actions à plusieurs niveaux. Mais c'est surtout sortir de cette idée que moi, je ne suis pas une personne directement touchée par les lois, donc ma vie fonctionne très bien, puis la vie vraiment est en rose. Donc, c'est ça l'idée de cette responsabilité sociale. Et j'arrête ici pour laisser de place aux questions. Merci. Merci beaucoup, Rola. Donc, je m'adresse à mes collègues. Est-ce qu'on mentionne quelques actions menées par l'équipe ID ou on ouvre à la période de questions, même si on a dépassé le temps? Ben, on peut, peut-être, Julie, si tu veux mettre la diapo rapidement. On remet une diapo finalement. Juste, c'est ça. Ben, ça va être rapide parce que Julie en a déjà parlé, là, le mémoire présenté dans le cadre de la consultation sur le projet de loi 94. Donc, les collègues sont allés présenter le mémoire à l'Assemblée nationale, ce qui a permis déjà de faire des petits gains par rapport aux articles, là, à l'article 45 du projet de loi 94, parce que euh, ça a permis de rajouter que quand la réussite ou la sécurité de l'élève est en jeu, ben, on peut utiliser une autre langue que le français. Donc, ça a permis ce gain-là. Et sinon, on a fait aussi avec l'équipe ID là, des capsules pour expliquer au grand public, en fait, les impacts là, du projet de loi 94 en lien avec la diversité linguistique à l'école, la laïcité à l'école et la socialisation à l'école québécoise. Donc voilà là, les actions qu'on a fait ensemble.